Cet épisode est une présentation du magazine Affaires universitaires publié par l'Association des universités et collèges du Canada. www.affairesuniversitaires.ca. Yuri Dombrowski, ça a été l'étincelle de départ qui m'a fait comprendre que le droit, c'était un outil politique. C'est une des nombreuses personnes qui a été enfermée sous Staline dans les prisons. Il a eu droit à un procès en bonne et due forme. Et il a compris tout d'un coup que plus tu avais de droits, ce qui est le cas de la Russie, qui a une des chartes de droits les plus imposantes de toute la planète. Et donc, ce qu'il a réalisé, c'est qu'il pouvait enfermer n'importe qui. Il s'agissait qu'il trouve une loi que la personne enfreignait. C'est pas vrai que le droit reflète un consensus social. Le droit reflète des enjeux politiques, économiques, sociaux, et c'est toutes ces interactions-là qui font que la loi s'écrit et de telle manière. Cette semaine, les publications universitaires abordent la question de la prohibition des drogues en compagnie de Lynn Beauchesne. Il y a des controverses, il y a surtout beaucoup de morale. Professeure au département de criminologie de l'Université d'Ottawa, elle s'intéresse à la philosophie du droit, aux politiques d'encadrement des drogues et aux pratiques policières. Madame Beauchesne, si on commençait cette entrevue en parlant de votre livre « Les drogues, les coups cachés de la prohibition », comment apparaît la prohibition? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prohibition des drogues n'a rien à voir avec des questions de santé publique. Les premières drogues qui ont été interdites, ce sont les opiacés. Ce qu'on entend par les opiacés, l'opium, la morphine, qui est un concentré de l'opium, et l'héroïne, qui est un concentré de la morphine. Alors, c'est ce qu'on appelle les opiacés. Alors, le premier acteur dans l'histoire, c'est les compagnies pharmaceutiques. Les compagnies pharmaceutiques sont nées au 19e siècle de la découverte de médicaments à base d'opiacés. Mais à cette époque-là, il n'y avait aucune régulation. C'était dans les journaux, sirop à base d'opium, ça guérit tout, vous n'aurez plus de problème. Alors, ils ont inondé la planète d'opiacés. Et ces mêmes compagnies pharmaceutiques, donc, ont été la source des problèmes de consommation des premières toxicomanies, si on veut, liées aux drogues qui sont aujourd'hui prohibées. Ceci pour dire que si on avait voulu interdire les opiacés parce qu'il y a des problèmes de toxicomanie, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est de réguler ces compagnies pharmaceutiques. Mais en fait, tout le regard populaire était sur les fumeries d'opium, qui étaient fréquentées par la classe aisée, surtout les femmes bourgeoises. Pourquoi? Parce que les femmes étaient interdites dans les bars et que ça coûtait des sous aller dans les fumeries d'opium. Donc, c'était surtout les femmes de milieu aisé qui les fréquentaient. Et on considérait que c'était le summum du vice. Qui considérait que c'était le summum du vice et qui a d'abord répandu ce discours, ce sont les ligues de tempérance. Les ligues de tempérance aux États-Unis, elles sont particulièrement importantes parce que ce sont tous les groupes puritains protestants anglo-saxons qui, ne pouvant en Angleterre s'imposer comme elles le voulaient, sont partis en Amérique en disant on va créer un nouveau monde basé sur les valeurs protestantes strictes de production, d'utilité, où le plaisir est pas trop bon si ça nuit à ton salut. Et donc, ces groupes ont apporté beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est eux qui ont construit les premières écoles, organismes communautaires, qui ont organisé les villages. Et donc, ils se sont vite ralliés trois groupes importants. Ils se sont ralliés l'industrie, parce que l'industrie était blanche, anglo-saxonne, et arrivait des vagues d'immigration. Et eux considéraient que c'était la race blanche protestante anglo-saxonne qui devait être le cœur du politique pour préserver la civilisation, parce que c'était les valeurs qu'il fallait protéger. Et donc, l'industrie les aimait parce qu'ils disaient travailler, 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 et puis l'alcool, vous mettez ça de côté.
Les femmes d'ouvriers les aimaient parce que c'était la première fois qu'on reconnaissait les problèmes qui pouvaient être reliés à l'alcool qu'elles vivaient et on expliquait tous les problèmes de violence, d'infidélité par l'alcool. Et enfin, les féministes ont appuyé, toutes les féministes américaines étaient membres des Ligues de tempérance. Pourquoi? Parce que les Ligues de tempérance ont été les premières à demander le droit de vote des femmes, mais ils le faisaient parce qu'ils savaient que jamais avec les hommes, ils réussiraient à passer la prohibition. Donc, il fallait le vote des femmes pour réussir à passer la prohibition de l'alcool, qui était leur but. Et donc, dans les Ligues de tempérance, on n'acceptait pas les francophones, les Noirs, les Juifs, tous les Européens du Sud. C'était blanc, anglo-saxon, protestant, parce que c'est très lié avec le discours sur l'alcool. Et donc, bien entendu, quand ces fumeries chinoises ont commencé à apparaître, pourquoi elles ont commencé à apparaître, les fumeries d'opium chinoises? C'est que on avait fait venir dans les années 1850-1860 des Chinois par bateau pour construire les chemins de fer pour les mines. D'ailleurs, le pâté chinois vient de ça. Je veux dire, le nom pâté chinois. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez qu'ils faisaient comme bouffe quand ils ont traversé les prairies avec le chemin de fer? Alors, c'était les Chinois qui étaient cuisiniers, donc on disait, c'est le pâté des Chinois. Et donc, ceci pour dire qu'ils ont eu, à un moment donné, ça a cessé, ils se sont regroupés en ghetto et donc, ils ont cherché des créneaux pour vivre, il n'y avait pas d'assurance chômage ni rien. Et une des choses qu'ils ont ouvertes, c'est les fumeries, surtout sur la côte ouest, mais qui est annoncée dans les journaux, les fumeries d'opium chinoises. Mais les ligues de tempérance et les groupes protestants ont dit, regardez, ils sont en train de contaminer nos femmes blanches et ils ont parti un discours assez virulent sur les Chinois. Ça aurait pu être assez limité comme discours, mais se rajoutait à ce discours celui des syndicats. Pourquoi celui des syndicats? C'est que dans les années 20, 10-20, les premières grandes grèves ont lieu, puis ça commence à la fin du 19e. Dans le milieu agricole, les premières grandes grèves pour essayer d'améliorer les conditions de travail. Alors, qu'est-ce que les employeurs ont fait? Ils sont retournés, ils ont pris la main-d'œuvre chinoise. Et donc, les syndicats ont dit ces races non civilisées, et donc ils ont repris tout le discours des ligues de tempérance dans les journaux. Ce discours a été à ce point repris que il y a eu des lynchages, des destructions de propriétés de Chinois, et c'était approuvé par les journaux. On disait, on a encore eu 3 Chinois hier, on a encore démoli c'était vraiment rendu élevé. Et vous allez me demander le lien avec la prohibition. Le lien avec la prohibition, c'est que la Chine, voyant que le gouvernement américain faisait rien, parce qu'on est aux États-Unis, mais la situation va faire se reproduire au Canada, était similaire, voyant qu'aux États-Unis on faisait rien, va décider de boycotter les produits américains. Et là, les industries américaines qui cherchaient à entrer en Chine, comme beaucoup d'autres pays à cette époque, font pression sur Roosevelt pour dire, ben là, c'est parce que va falloir que tu mettes fin à ce boycott-là. Là, c'est un énorme marché, on est en train de le pénétrer. La proposition va venir de l'archevêque Brent qui va dire, j'ai une solution pour toi pour réussir à mettre fin au boycott. Et ça va être de créer une prohibition internationale de l'usage non médical des opiacés. Pourquoi? L'archevêque Brent, il dit à Roosevelt, ça va te permettre de faire 3 choses. La première chose, c'est que les Britanniques sont en train de déverser des tonnes d'opium en Chine. La Chine est en guerre contre les Britanniques à ce sujet-là et ils ouvrent des fumeries sur la côte et ils sont en train même de répandre l'usage d'héroïne dans la population par injection. Et donc, la Chine est en guerre contre les Britanniques. Donc, si on avait une loi qui interdit l'usage non médical des opiacés, ça leur permettrait de foutre dehors les Britanniques et ils nous apprécieraient beaucoup. La deuxième chose, c'est que nous, si on n'agit pas à l'intérieur sur la violence faite aux Chinois, ils vont continuer le boycott. Mais si on dit à la population, et on va agir sur les Chinois, on va fermer les fumeries d'opium. Là, après ça, ça va nous donner une légitimité pour dire les violences arrêtent. Puis la Chine, elle va être contente. Puis elle va mettre fin au boycott. Puis il disait, pour la morale protestante, vaut mieux que ces fumeries d'opium-là n'existent pas, ça va faire plaisir aux ligues de tempérance. Alors, c'est comme ça qu'on a décidé d'interdire les opiacés. Ça n'a rien à voir avec la santé publique, ça a à voir avec le boycott de la Chine. On a créé une première conférence internationale à Shanghai avec l'archevêque Brent et cette conférence-là a échoué. Elle a échoué pour 2 raisons. La première, c'est que les pays occidentaux, qui étaient les principaux marchands d'opium sur la planète, avaient peur de perdre leur commerce et ont beaucoup protesté, surtout la France, l'Angleterre et les Pays-Bas.
Et le deuxième, c'était les compagnies pharmaceutiques qui craignaient beaucoup qu'on fasse le ménage dans tous les produits qu'ils vendaient. Et ils savaient très bien qu'une bonne partie de leurs produits n'avaient pas d'usage thérapeutique, même si on le faisait valoir. Et donc, la première a échoué. On en a refait une autre 3 ans plus tard, en 1911, et la première en 1908. Et la deuxième, elle a fonctionné, mais elle a fonctionné parce qu'on a mis une possibilité. On a dit, OK, il y a juste les pays signataires que ça engage. Chez eux, les opiacés pour usage non médical sont interdits, mais on a le droit de continuer d'en faire le commerce sur le reste de la planète. Par exemple, les Britanniques, jusqu'en 1945, à Hong Kong, avaient le laboratoire de transformation d'opium en héroïne pour continuer le marché d'opium dans le Triangle d'Or, un peu partout. C'était ouvert parce que c'était permis par les conventions. Tu avais le droit de continuer dans les autres pays de répandre les fumeries d'opium et de répandre les opiacés, mais plus sur ton territoire. Donc, c'est pour dire que sous une logique de santé publique, ça tient pas du tout la route de dire que l'origine des interdits a un lien avec des drogues qu'on a trouvées les plus dangereuses. C'est des histoires politiques qui sont sur la touche. Est-ce que l'histoire de la prohibition au Canada emprunte la même route? En fait, elle emprunte à peu près la même route. Il y a un paradoxe. Le Canada est le premier pays occidental à avoir interdit les opiacés. Si quelqu'un demandait quel est le premier pays à avoir débuté juridiquement la prohibition, c'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Mais on suivait les États-Unis, mais on était tellement rapide qu'on les a devancés. Et on les a devancés de drôles de manière. Il y avait nos mêmes acteurs, les ligues de tempérance américaines étaient au Canada, il y avait nos Chinois qu'on haïssait, il y avait et on craignait le boycott des Américains parce qu'ils commençaient à avoir un niveau de violence avec les syndicats qui étaient entrés dans l'histoire. La seule affaire qui est différente un peu, il y a peu de rôle des compagnies pharmaceutiques dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à Vancouver, il y a eu une énorme manifestation anti-asiatique organisée par les politiciens et les syndicats. Et une foule de 10 000 personnes a décidé de descendre dans le Chinatown et ils ont attaqué des gens, démoli des commerces. Et le gouvernement est devenu extrêmement nerveux que la Chine décide qu'elle boycotte les produits canadiens. Alors, il voulait montrer qu'il réagissait parce qu'il savait ce qui venait d'arriver aux États-Unis en 1905, le boycott. Alors, ils ont confié la mission au sous-ministre du Travail, Mackenzie King. On sait ce qu'il va devenir, fait qu'il va bien se débrouiller là. Alors donc, le sous-ministre du Travail, Mackenzie King, il va s'en aller dans le Chinatown parce qu'il y avait une mission très délicate. Il y avait comme mission du gouvernement de réparer les torts faits aux Chinois pour montrer à la Chine que non, il n'y a personne là qui va perdre dans l'histoire, de diminuer le racisme et d'éviter le boycott avec la Chine. Donc, c'était sa mission. Et il fait ça, mais quand il fait sa tournée sur le terrain, ce sont des étudiants de la Ligue anti-opium. Il y avait des étudiants chinois qui faisaient partie d'une Ligue anti-opium, parce qu'ils disaient tout le racisme à l'égard des Chinois est canalisé sur le fait qu'on répand le vice avec les fumeries d'opium, et ils étaient pour la fermeture des fumeries d'opium pour faire diminuer ces tensions-là. Et c'est eux qui ont dit à Mackenzie King, c'est vers là que les États-Unis s'en vont, ils vont essayer de fermer les fumeries d'opium. Et donc, King remet un rapport de 8 pages, on n'est pas dans la grosse science, il remet un rapport de 8 pages pour dire que il faut fermer les fumeries d'opium, et que c'est immoral, que ça corrompt les femmes et les jeunes, que ça brise les morales chrétiennes, et que c'est suivre une mouvance internationale que d'aller vers la prohibition de l'usage non médical des opiacés. Et 2 mois après, notre loi était passée au Sénat. Pas de question, pas de discussion au Parlement. Ah, il y a eu une question. Quelqu'un a demandé si on risquait d'arrêter des Blancs avec ça. Et on dit non, c'est seulement sur les Chinois. Fait que, et donc, il y a eu aucun débat, et on a fait ça tellement vite, parce que donné son rapport en juillet, en septembre, la loi était passée. Alors donc, on a fait ça avant les Américains. Mais on suivait les Américains dans ce mouvement-là, même si on les a précédés au niveau de la loi. Dans votre livre, on apprend que 500 000 Canadiens ont un casier judiciaire pour avoir consommé du cannabis. Est-ce que cette politique a au moins réduit le nombre de consommateurs? Est-ce qu'elle a eu un effet en termes de quantité? Non, elle a
strictement aucun impact. En fait, les données nous montrent qu'un Canadien sur 4 a essayé le cannabis. La question plutôt à se poser, c'est pourquoi ces 500 000-là par rapport à l'ensemble des consommateurs de cannabis? Alors, ils ont en commun d'être plus visibles, plus dans la rue, plus... ce sont des hommes en majorité, ce sont du monde en bas de 30 ans. C'est beaucoup plus leur milieu social et leurs conditions de vie qui ont le... Tu sais, c'est la même chose si vous êtes étudiant et que vous vivez dans un appartement en carton puis vous faites de la musique à 10h30 le soir, trop fort, vous risquez plus d'avoir la police qui vient cogner à votre porte que si vous avez une maison d'un quartier bien huppé, puis je veux dire... vous pouvez la blaster, votre musique, jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a pas un chat qui va dire quelque chose. Vous faites exactement la même chose, mais vous êtes dans un lieu plus vulnérable dans votre appartement en carton. Mais si en plus la police elle vient cogner dans votre appartement en carton, puis qu'il y a du pot sur la table, là, ben, vous êtes encore plus vulnérable. Alors donc, c'est la même clientèle qui est de toute façon la clientèle du système judiciaire, parce qu'elle est plus visible, parce qu'elle est plus vulnérable à la police. On classifie les drogues en 2 catégories, les drogues dures et les drogues douces. Est-ce que cette classification est pertinente à utiliser? Non, ça fait longtemps que les commissions d'enquête n'utilisent plus cette classification-là. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de drogue douce et de drogue dure. Ça dépend de la manière dont tu la consommes. C'est l'usage qui est dur ou qui est doux. Si je prends une tisane de coca, puis si je m'injecte à la caféine, ben l'injection de caféine va être un usage dur et puis ma tisane de coca va être un usage doux. Ça dépend ce que j'en fais. Et donc, c'est pas le produit indépendamment de sa forme de consommation et du rapport que j'ai avec le produit. Si je vous dis, j'ai pris 2 bières hier, vous allez dire, puis, mais si je vous dis, j'ai pris 2 bières hier à 10 heures avant d'aller travailler, c'est même 2 bières. Mais on se dit qu'à 10 heures le matin, la relation avec le produit est sûrement pas la même que si ça avait été juste avant souper. Alors donc, c'est toujours produit personne-environnement pour comprendre ce qui fait, alors si le produit vient du marché noir, il y a des chances que la qualité, la concentration soit moins contrôlée. C'est un peu comme si vous arriviez pour prendre une bière et puis vous savez pas si c'est à 0,5, à 0,5, 0,10 ou 15 ou même si c'est de la bière. C'est plus difficile d'apprendre à la gérer que lorsqu'on a un produit ou on a quelque chose sur l'étiquette. La deuxième chose, c'est le rapport que tu as avec le produit, l'exemple que je vous donnais, le prendre avant d'aller travailler ou le prendre, ou même des fois, je veux dire, on est reposé le soir et puis la bouteille de vin s'enfile et puis on est de bonne humeur et puis ça fait une super belle soirée. Puis il y a d'autres fois, après le premier verre de vin, ça vient nous chercher parce qu'on est trop fatigué puis trop... Alors, il y a notre rapport avec le produit. Et puis, il y a l'environnement dans lequel on le consomme. C'est-à-dire, si c'est un contexte légal, illégal, je le prends vite... par exemple, lors de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, les modes de consommation qui s'étaient développés étaient relativement durs. Pourquoi? Parce que les gens devaient, un peu comme avec les drogues illicites, devaient consommer ça dans des endroits précis, assez rapidement, nettoyer la place après. Par rapport à, tu le prends quand tu en as envie, la vitesse que tu veux, sinon tu n'en prends pas. Alors, les modes de consommation ont toujours tendance, sur un marché noir, à devenir plus durs. Et également le produit. On trafiquait pas de la bière 0,5 pendant la prohibition de l'alcool. Les alcools qu'on trafiquait étaient à 80, 85, 90%. Pourquoi? Parce que, ils sont plus stables, te gardent plus longtemps, puis 2, ça prend moins de place pour plus de profit. Donc, de la même façon, les drogues qui se trafiquent sur le marché noir là, ça s'en vient vers le synthétique et les capsules. On est toujours dans des modes qui sont les plus payants possibles. C'est-à-dire, on vend très peu de tisanes sur le marché noir. Pourtant, il y a plein de tisanes qui existent avec les drogues actuellement prohibées, par exemple. Une des choses très importantes que vous dites dans votre livre, vous dites que la prohibition permet de maintenir les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud. Bien, on a l'impression que comme les drogues qui ont été prohibées proviennent des pays du Sud, que c'est eux qui ont généré le marché et que c'est eux qui s'engraissent avec ce marché. Alors, ce qui est parfaitement faux. Tout d'abord, je veux dire, ces drogues ont été découvertes lors de des colonisations. Et quand
lorsque tu t'en vas pour découvrir une colonie, tu cherches des produits avec lesquels tu vas faire de l'argent. Et donc, on a découvert ces drogues-là. Et ce sont les pays occidentaux qui ont répandu de façon industrielle sur la planète les drogues qui sont actuellement illicites. Alors, les pays du tiers-monde n'ont rien à voir là-dedans. La deuxième chose, c'est que même aujourd'hui, c'est pas les cultivateurs qui font le plus d'argent avec ces drogues-là. En fait, on peut diviser le marché des drogues en 3 périodes. Jusqu'en 1945, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, on avait le droit d'en faire dans les colonies. Et donc, c'est les pays occidentaux qui, ouvertement, répandaient, que ce soit la coca. La coca, ça a été par les Espagnols d'abord, parce qu'ils ont découvert que les Indiens en Bolivie au Pérou, mâchaient des feuilles et qu'ils avaient moins faim quand ils travaillaient dans les mines et qu'ils avaient l'air moins fatigués que les autres. Alors, ils ont obligé tout le monde à mâcher de la coca pour s'assurer ils faisaient ça des pauses coca d'ailleurs, pour s'assurer que tout le monde travaillait dans les mines au maximum et que ça coûtait moins cher à nourrir. Et c'est eux qui l'ont commercialisé avec le Coca-Cola, le vin Mariani. En fait, d'abord, c'était pas une boisson récréative. D'abord, ça a été une boisson pour les athlètes. C'est-à-dire qu'on cherchait un stimulant pour les athlètes dans les compétitions. Ça date, comme vous savez. Alors donc, et là, on appelait ça les stimulants pour les athlètes, mais là, il y a d'autres personnes autour qui en ont pris. Même le pape a pris la peine d'écrire une lettre à Mariani pour dire « Votre vin Mariani à base de coca est extraordinaire. Je travaille plus longtemps le soir, etc. » Alors donc, je veux dire, ça a été au détriment de ces pays, parce que ces pays-là disaient « Arrêtez. » Pourquoi ils disaient « Arrêtez » ? C'est parce qu'on prenait les bonnes terres agricoles pour faire pousser la coca, comme on a pris les bonnes terres agricoles dans le Triangle d'Or pour faire pousser l'opium. Et les pays voulaient pas, mais on cherchait des terres parce que c'était un marché rentable et on prenait leurs terres agricoles. La coca poussait naturellement dans les montagnes et les montagnards descendaient et faisaient du troc, mais c'était très minime. Mais en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu évident que lorsqu'on allait créer l'ONU et tout ça, que tu pouvais pas avoir une loi d'interdire quelque chose chez vous parce que c'est mauvais, puis de le répandre ailleurs. Donc, tous les pays sont devenus capables de signer les conventions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a transféré les marchés de drogue aux services secrets pour que ça devienne moins visible. Et pourquoi les services secrets? Bon, vous avez la Chine qui devient communiste, vous avez la Russie, alors, on a commencé à craindre que tout le bassin communiste prenne de plus en plus d'espace. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va financer des groupes avec ces marchés de la drogue-là. On va leur dire, on vous donne le marché de drogue dans cette région-là, à une condition, il n'y a pas un communiste qui rentre. Alors, à qui on va le donner, les 3 premiers groupes? On l'a donné à plusieurs groupes, mais les 3 plus importants, les Yakuza japonais. Les Yakuza japonais étant les kamikazes, les avions suicidaires à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'ils étaient dans les prisons. Les Américains les ont sortis de prison par le biais de la CIA et leur ont donné tout le territoire pour pas que le Japon devienne communiste. Et les triades chinoises, c'est-à-dire ceux qui avaient fui la Chine et qui étaient rendus à Hong Kong et qui étaient très anticommunistes, alors on leur a donné une partie du marché. Et ça a été la mafia sicilienne qui a accaparé en Amérique. Et donc, ces 3 groupes qui, au départ, étaient sous le contrôle des États, jusqu'à, je dirais, fin des années 60, début 70, étaient des groupes qui obéissaient aux services secrets, c'est-à-dire les services secrets leur disaient « Vous vendez pas d'armes à lui, vous faites ceci là », et donc ça allait relativement bien. Et il y avait d'autres groupes que ceux-là, mais je retiens ces 3-là pour la raison suivante, c'est que ils ont su, ces 3 groupes, se transformer de petites entreprises à multinationales. En d'autres termes, ils ont vite compris que si, au lieu de gaspiller ton argent, tu achètes des châteaux en Espagne, tu prends ton argent et tu t'achètes des compagnies de transport pour transporter ta marchandise. Tu te payes des champs de culture. Tu contrôles, comme une multinationale, tu contrôles ta ressource du début de la culture jusqu'à la vente. Et c'est pas toi qui la vends directement sur le terrain. Tu payes des Portoricains, des Noirs, tu payes des sous-groupes pour la vente sur le terrain, que ton commerce allait être beaucoup plus stable. C'est ce qu'on appelle les narcocraties. Mais ce qui caractérise les narcocraties, c'est que là, les États se sont rendus compte qu'ils perdaient le contrôle du marché de la drogue. Alors, pourquoi je fais le lien avec votre question? C'est que c'était les pays occidentaux jusqu'au début des années 70 qui
contrôlaient le marché des drogues, même si elles étaient illicites. Ils ont commencé à en perdre le contrôle quand les groupes à qui ils ont donné certaines parts du marché et ont commencé à devenir plus autonomes. Et quand on leur dit, ben là, tu fais pas ça ici, puis tu vends pas d'armes à cette personne-là, parce que le marché de drogue et des armes est très lié. Et là, ils leur disaient, hey, on vendra bien à qui on veut. Et là, ils ont senti que, ils ont pu détruire toute la filière corse en mettant le service britannique, français et américain ensemble, mais ça marchait plus. Et là, ils se sont rendus compte que les pays occidentaux allaient réagir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme les multinationales aujourd'hui. Ils ont diversifié leur marché. C'est-à-dire que le blanchiment d'argent est fait dans un pays, celui qui transporte et vient d'un autre pays, Et donc, les gens se spécialisent et c'est un peu comme si vous avez un bateau puis vous transportez, je sais pas moi, des statues de la Sainte Vierge du Mexique. Et là, on vous dit, pour 50 000 pourras-tu m'amener ces 4 colis-là en même temps en attaquant? OK. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas qui t'a payé 50 000 mais il y a plein de gens que... Et donc, il y a des gens qui sont juste spécialisés à savoir qui transporterait des colis comme ça. Et c'est pour ça que quand les services policiers disent on a fait une grosse saisie de drogue et ils sont en arrière avec 50 kilos de drogue, c'est par container que rentre la drogue. C'est pas par des moulins. Les moulins étant les transporteurs individuels. Il reste encore des moulins, mais les moulins c'est lié à l'immigration. Tu veux payer ton passage à l'immigration, amène tant d'autres, puis je veux dire, tu le revends rendu ici, là, mais c'est par container que ça rentre. C'est un trafic très organisé par des réseaux de transport, des banques, pour blanchir l'argent, et donc c'est pas artisanal et c'est lié à l'industrie des pays occidentaux. Mais oui, si on disait aujourd'hui que ce sont les États occidentaux qui contrôlent le marché des drogues illicites, ce serait abusif parce que ce sont des marchés de plus en plus autonomes et de plus en plus, éparpillés sur la planète. Est-ce qu'il a existé des sociétés qui ont été totalement vierges de toute forme de consommation de drogue? Alors d'abord, il faut définir le mot drogue. Alors, quand on parle des drogues, on parle des drogues psychotropes, c'est-à-dire qui affectent le système nerveux central. Pour le modifier, il y a 3 types de drogues. Il y a les drogues qui ralentissent le système nerveux central, l'alcool, opiacés. Des drogues qui stimulent le système nerveux central, donc la cocaïne, le tabac, les stimulants, le guarana, la caféine, et des drogues qui perturbent le système nerveux central, ce qu'on appelle généralement les hallucinogènes. Alors, si on parle de ces 3 types de drogues-là, les drogues psychotropes, donc, non, il n'y a pas de société, à l'exception d'une seule qu'on a rencontrée, c'est des Inuits dans le Grand Nord. Mais, ce qu'on faisait lors de rituels ou de fêtes, parce que c'est comme ça que c'est utilisé traditionnellement, lors de rituels ou de fêtes, dans les premières sociétés, on avait des fêtes où on tournait sur soi-même et on dansait jusqu'à entrer en transe. Donc, on allait se chercher l'effet, si on veut, sur le système nerveux central, mais par des danses très actives, très physiques, où on tournait sur soi-même au point où, à un moment donné, avec la musique et le son qui tam-tam fort, on allait chercher des sensations. Donc, on peut dire dans un sens que toutes les sociétés ont ritualisé l'usage de certaines drogues dans des circonstances, soit de fête, soit, avant les guerres. C'était comme ça. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'on les utilise, mais en général, de manière beaucoup plus ritualisée, à des moments beaucoup plus précis qu'on le fait dans nos mondes modernes. Un exemple, les gladiateurs qui étaient contre les lions, c'était plutôt les lions contre les gladiateurs, mais dans les arènes, ils étaient drogués. On les droguait. Pourquoi? Parce que on leur donnait des ralentisseurs du système nerveux central. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça dure. Tu veux pas que le gars court et puis le lion court après dans l'arène. Et tu veux pas non plus qu'après le premier coup de patte du lion, il fasse « ouch ». Alors donc, il fallait qu'il y ait des drogues qui les insensibilisent et qui fassent en sorte que
ils affrontent le lion et que le spectacle dure longtemps. Un bon spectacle doit durer entre le lion et le gladiateur. Donc, on utilise des drogues depuis très longtemps, que ce soit en milieu sportif, que ce soit dans les rituels, que ce soit... ce qui a été nouveau à un moment donné avec l'industrialisation, ça a été de les utiliser en dehors de rituels bien précis. Soit une fête le dimanche, soit un mariage, soit ça a été de les utiliser d'une manière un peu plus quotidienne, mais ça va davantage avec la société de consommation que d'autres choses. Quand on parle des drogues, Mme Beauchesne, on dit souvent que certaines drogues, dès le moment où on les essaie, s'entraînent une dépendance automatique et à vie. En fait, il n'y a aucune drogue qui fait ça, mais cette croyance-là vient beaucoup des études qu'on a faites sur les rats et qu'on a beaucoup popularisées aux États-Unis. On voyait les petits rats qui faisaient des mouvements complètement fous après avoir pris de l'héroïne ou de la cocaïne. Mais il y a un psychologue à l'Université Simon Fraser, Bruce Alexander, qui a fait un truc super intéressant. Il a répété l'expérience qui faisait que les petits rats dans les cages, ils venaient complètement fous avec l'héroïne et la cocaïne. Et il les a reconstruit un parc, ça s'appelle le Rat Park, avec des petits rats, des petites rats, des petites choses à s'amuser pour construire. Et il a pris ces petits rats en cage et il les a mis dans le Rat Park, tout en conservant dans le coin l'héroïne et la cocaïne. Et on n'y touchait pratiquement plus parce qu'on avait autre chose à faire. Tout ce que ça nous dit, ces études-là, c'est que si tu te sens en cage et que tu as la drogue en face de tes yeux, il y a plus de chances que tu pèses sa petite palette. Ça ne veut pas dire qu'il y a une dépendance spontanée. Est-ce que de passer à un monde post-prohibition signifie entrer dans une ère d'un libéralisme total en matière de drogue? Non. En fait, il y a 3 fausses idées qui circulent là-dessus et qui, effectivement, empêchent de comprendre ce que signifie l'égalisation des drogues. La première chose, les gens me disent souvent... c'est effrayant, tu veux légaliser les drogues, ils vont être plus disponibles. C'est parce que les drogues sont déjà disponibles. Le tabac sur le marché noir est beaucoup plus disponible pour un jeune que quand il est obligé de se faire carter et d'aller dans un magasin. Là, il peut en acheter partout. Tout le monde en vend autour de lui. Donc, un marché noir rend beaucoup plus disponibles les produits. Mettez-moi dans n'importe quelle ville sur la planète, je vous trouve ce que vous voulez dans pas trop de temps. Là. C'est-à-dire, il s'agit juste de connaître les lieux un peu. Donc, non, ils sont beaucoup plus disponibles sur un marché noir. La deuxième chose, c'est qu'une bonne partie des produits qui circulent sur le marché noir disparaîtraient dans un marché légal. Lorsque on a relégalisé l'alcool après la prohibition, on n'a pas légalisé l'alcool frelaté. Il y avait à peu près juste l'alcool à 80, 85, 90% qui circulait. On a redécouvert des produits qui n'existaient plus avec la prohibition, donc la bière, tous les autres alcools et on a créé, ce qui m'amène à mon 3e point, légaliser, c'est un moyen, ça veut dire réglementer. Alors, on peut réglementer à partir d'un certain âge. On a décidé qu'il y avait des lieux pour les bières à bas alcool, mais que les bières à plus haut alcool étaient dans d'autres lieux. Et puis, chaque pays a fait sa réglementation. Mais légaliser, ça veut dire réglementer les lieux dans lesquels on peut l'acheter, l'âge dans lequel on peut l'acheter, le contenu du produit, sa qualité, sa concentration. Donc, il y a beaucoup plus, au contraire, légaliser veut dire réglementer un marché pour que ça soit plus n'importe quoi qui circule, concentré n'importe comment et vendu à n'importe qui, n'importe quel âge. Alors donc, 3 choses qu'il faut comprendre dans l'égalisation. L'égalisation veut dire moins de disponibilité, que plusieurs produits vont disparaître parce qu'ils n'existent qu'à cause de la prohibition. Et que, donc, on va redécouvrir des produits qui n'existaient pas en circulation dans le marché noir parce qu'ils ne sont pas rentables. Et 3e chose, ça veut dire plus de réglementation pour s'assurer de la qualité des produits et apprendre à les gérer. Et enfin, l'autre élément qu'on dit, c'est que les gens vont consommer plus si c'est légal. Ça non plus, et je donnais un exemple qui est petit, mais contrairement à ce que les gens pensent, les Québécois sont parmi les plus bas consommateurs d'alcool au Canada. Pourquoi on pense qu'ils sont les plus hauts consommateurs? C'est parce que c'est eux qui consomment, on va projeter comme chiffre, c'est eux qui achètent le plus de litres de boissons alcoolisées. Et c'est eux qui ont la plus grande récurrence de moments de consommation, ça veut dire le nombre de fois où tu consommes.
Sauf que si je bois 1 litre de bière 0,5 puis 1 litre de scotch, on ne calcule pas en litres de boisson alcoolisée. Il faut tenir compte ensuite du type de boisson que tu consommes. Et ensuite, si je consomme 10 fois dans la semaine, puis je prends un verre de vin en mangeant, puis le samedi soir, j'en prends 3, je veux dire, j'ai consommé plusieurs fois, ça ne veut pas dire que j'ai fait 10 fois un abus. Je veux dire, ça ne veut rien dire en termes de problématique. Alors, en d'autres termes, pourquoi on est les plus bas? Pour la bière, après le Yukon, on est effectivement ceux qui consomment le plus de bière. D'ailleurs, on est ceux qui consomment le plus de bière 0,5. Ensuite, on est ceux qui consomment le plus de vin, après la Colombie-Britannique et après le Yukon aussi. Mais pour les spiritueux, les alcools forts, on est bien en deçà de toutes les autres provinces. On est les derniers. Et donc, si on prend si on ramène ça au pourcentage d'alcool par boisson achetée, on est parmi les plus bas consommateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que en 78 ou 79, je t'ai pas dit vous vous souvenez, mais je vous regarde l'âge, moi je m'en souviens. On a décidé de permettre aux dépanneurs, aux vendeurs du coin et aux épiceries de vendre du vin et de la bière. Et c'est un gros changement. Et on a décidé, parce que les heures de ces épiceries-là étaient beaucoup plus grandes que les magasins de vente d'alcool, les SAQ. Et donc, on élargissait considérablement le nombre d'heures, d'une part. Et d'autre part, on passait de 350 points de vente d'alcool à 12 500. Et les compagnies de bière, surtout, qui avaient fait pression pour ça, mais le gouvernement aussi, pour ses coffres, c'était bon, et ils pensaient faire l'argent du siècle, ici, avec ça. Le taux n'a pas bougé. On ne peut pas voir dans les statistiques sur la consommation d'alcool à quel moment on a passé cette loi-là. Pourquoi? Si vous allez... Les Québécois, avant cette loi-là, effectivement, les gens voyageaient pas encore beaucoup et on buvait de la bière avant de manger, en mangeant, puis après avoir mangé, c'était pas mal... Mais allez-vous, si vous arriviez chez votre ami avec pour faire la soirée, si vous arriviez avec une caisse de 12, allez-vous dire, ah, mais maintenant, ils vendent aussi du vin, fait que je vais arriver avec 2 bouteilles de vin puis une caisse de 12. Non, vous allez prendre ou 2 bouteilles de vin ou une caisse de 12. Vous allez choisir. Alors oui, on peut voir le moment où est passée la loi, parce qu'il y a un changement de la bière au vin qui s'est produit quand cette loi-là est passée. Bon, malheureusement, pour du mauvais vin au début, mais au moins, ils ont commencé à découvrir le vin. Et donc, et là, les compagnies ont compris que rendre légal d'autres drogues récréatives signifie non pas qu'ils vont ajouter ça sur leur liste, signifie qu'ils vont diversifier leur consommation. Et donc, ils vont la diversifier sur les drogues légales qui n'existent pas. C'est-à-dire les drogues légales qui sont à leur seule dominante, je veux dire, pour faire les soirées et surtout l'alcool. Et c'est pas pour rien à chaque fois qu'il y a des commissions qui réfléchissent aux politiques sur les drogues, que les compagnies pharmaceutiques et les compagnies d'alcool sont là pour faire des grands rapports en disant que ce serait épouvantable de amener ces drogues-là sur le marché. Mais eux, ils savent que ça séparerait le marché. Je veux dire, de la même façon que c'est pas parce que le cognac, le gin, la bière existent qu'on amène les 3 d'une soirée, on en choisit un. Alors donc, ils savent que c'est ça qui arriverait. Donc, on sait qu'il y a eu, dans l'histoire, d'autres formes de prohibition, l'alcool et le jeu. Est-ce qu'il y a un argument qui permet aux défenseurs de la prohibition des drogues de croire que la prohibition des drogues va fonctionner là où les autres formes de prohibition ont échoué? En fait, on est dans la même situation en un sens qu'au départ. C'est-à-dire qu'il y a encore plein d'enjeux politiques et économiques sur la question des drogues. Par exemple, le Mexique, pour signer les accords de l'ALENA, a eu énormément de pression pour faire baisser sa dette. Tout le monde sait comment le Mexique a réussi à baisser sa dette. Avec la question du marché des drogues et de l'armée, le président est impliqué là-dedans. Et dès que les accords de l'ALENA ont été signés, on a dit « Mon Dieu, c'est effrayant, le président du Mexique serait mêlé à la dope. » Et là, on l'a tassé. Mais la question des drogues est encore, au niveau de la politique internationale, intimement mêlée au marché des armes, au paiement des dettes. Le FMI sait très bien qu'il y a plusieurs États qui remboursent leurs dettes avec l'argent de la drogue.
Les politiques également à l'intérieur de leur pays, particulièrement aux États-Unis, utilisent encore beaucoup le discours de la drogue pour dire que la drogue est responsable de tous les problèmes sociaux. Donc, c'est un discours encore politiquement très utile. En fait, là où... et je connais plein de politiciens qui me disent « Lynn, t'as raison. Je n'irai pas me suicider à la télé en disant que je veux légaliser les drogues. J'ai d'autres dossiers à défendre. Et si je veux rester au pouvoir, c'est ta job comme prof et d'autres personnes, pas juste la mienne, d'autres personnes, d'expliquer pourquoi la prohibition, elle marche pas. Mais il y a tellement eu un discours politique qui a vécu, qui a roulé et qui roule encore sur l'explication des problèmes sociaux par la prohibition, que politiquement parlant, ce serait suicidaire d'aller à l'encontre de ça, même si de plus en plus, et aux États-Unis, et au Canada, et en Europe, des politiciens se prononcent ouvertement en faveur. Vous avez par exemple un important mouvement aux États-Unis, LEAP, Law Enforcement Against Prohibition. L'adresse web, c'est leap.cc. Ce sont des policiers qui disent qu'il faut légaliser les drogues. C'est-à-dire, ça n'a pas de bon sens. On a été impliqués dans la prohibition, on subit la violence du marché noir, on subit... Tu sais, la violence du marché noir liée au tabac, c'est pas un effet de la nicotine, c'est un effet du marché noir. Et donc, les policiers savent bien que c'est pas un effet des produits qu'ils subissent, c'est un effet du marché noir. Et ce marché noir-là, c'est eux qui ont à le réguler. Et ils ont des blessés, ils ont de la corruption dans leur rang parce qu'il y a la drogue. Alors donc, il y a plein de policiers qui se lèvent et qui disent il faut légaliser le marché et le réguler. Il y a des politiciens maintenant en Europe qui l'ont carrément dans leur plateforme électorale de parti. La légalisation, en disant on va travailler dans ce sens-là et on va voir. On a d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça va donner, on a d'ailleurs une importante conférence internationale où on voulait pas la faire sous Bush. Elle était due sous Bush, mais on s'est dit, bon, Bush il débarque, Obama arrive, ben, ce qu'on espérait. Alors, on espère tenir la conférence avec Obama et que les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui tiennent les conventions. Ils les ont créées, c'est eux qui ont le plus d'intérêt économique dedans, surtout avec leur narcodiplomatie. La narcodiplomatie, c'est carrément des papiers. Hein. C'est un peu comme on faisait dans le temps. On disait, on s'en va combattre les communistes en Amérique latine quand on allait en fait protéger les compagnies qui étaient installées là-bas et détruire les mouvements. Bon, ben là, il faut que tu trouves d'autres choses parce que le communisme c'est pas fort avec la fin de la guerre froide. Donc, on est allé lutter contre les drogues. Alors, puis le gouvernement colombien disait non, on n'a pas besoin de toi quand on soupçonne fortement qu'ils étaient allés installer des antennes pour surveiller Cuba. Et c'est drôle, ils détruisent les mouvements de gauche quand tu regardes les morts et les blessés beaucoup plus que les trafiquants de drogue. Bon, là, au moins, ils sont rendus sur le terrorisme. Je lisais un T-shirt qui est sorti après 2001, et c'était écrit sur le T-shirt « Fumer du cannabis, c'est alimenter le terrorisme ». C'est sûr que dès que tu as un pays qui rentre en guerre civile, que ce soit la Yougoslavie ou que ce soit un autre pays, la première chose qu'on fait, tu sèmes de la dope pour acheter des armes. Et donc, oui, mais ce marché, ils l'ont créé. Et donc, c'est à eux de le défaire en changeant les lois. Mais ils ont encore des... La main gauche ignore ce que fait la main droite. La main droite participe au marché des armes, au marché des drogues, puis la main gauche dit, c'est bien effrayant. Mais, je veux dire, c'est le politique. Alors non, je dirais pas qu'ils ne savent pas que la prohibition marche pas. C'est que c'est devenu un instrument utile, surtout au niveau de la politique internationale, ou pour expliquer des problèmes sociaux. Et au niveau des policiers, t'as encore des droits de fouille, des droits de pénétrer chez quelqu'un, t'as juste ça avec les drogues. Fait que là, ça te donne des outils de travail sérieux. Mais je connais pas beaucoup de policiers qui diraient hey, on contribue à diminuer le marché des drogues. Et en même temps, tu as beaucoup de policiers qui sont conscients que c'est eux qui subissent la violence du marché noir, parce que c'est eux qui doivent réguler
Quand les gangs se battent dans la rue pour des territoires, c'est eux qui doivent réguler ça. Et le marché, il n'arrêtera pas tant qu'il y a des acheteurs, puis tant qu'il y a du monde pour vendre. De la même façon qu'il y a beaucoup de drogue en prison. Pourquoi il y a beaucoup de drogue en prison? Tu enfermes des usagers, puis tu enfermes des vendeurs. Ça te fait marcher, là. Et donc, ça, je veux dire, tant que tu ne changes pas les lois, tu ne changeras pas la violence qui vient avec un marché noir. Et c'est pour ça que je disais, le marché noir du tabac, c'est violent, c'est pas à cause de la nicotine. Un marché noir, c'est violent. Quand tu as des dettes sur un marché noir, on n'est pas chez le notaire. C'est-à-dire, ça se règle un peu plus violemment que ça. Et donc, cette violence-là ne vient pas des drogues. Donc, le terroriste, il vient pas des drogues. Mais il s'alimente de l'argent de ce marché parce qu'il est interdit. On dit qu'il y a 5 % des sommes qui vont au traitement et à la prévention et environ 95 % qui vont à la répression. Est-ce que c'est une proportion réaliste? Oui, c'est même la vérificatrice générale du Canada qui a pris tous les budgets fédéraux en matière de drogue et le gouvernement disait que sa politique en matière de drogue était équilibrée, que sa stratégie antidrogue était traitement, prévention, puis répression, puis c'était les 3 bras de la stratégie antidrogue. Et la vérificatrice générale qui avait aucun intérêt là-dedans, là, je veux dire, qui se promène, comme vous le savez, de dossier en dossier, est arrivée sur ce dossier-là. Et elle a dit que c'est pas très équilibré parce que c'est 95 % qui vont à la répression. Et le trucage qu'on fait, qui fait apparaître plus, c'est qu'il y en a une grande partie qui va à Santé Canada. Mais Santé Canada a des branches qui vérifient toutes les saisies de drogue qui rentrent ou qui sont saisies par la police. Donc, qui accapare du budget. Et il y a une autre partie du budget en prévention qui va à la GRC pour ses programmes dans les écoles. Donc, finalement, je veux dire, il en reste pas beaucoup pour la prévention et le traitement dans le financement fédéral. Et même, ce qui est aberrant, c'est au niveau des évaluations. Parce que tout ce qui est répression a juste à dire, si j'ai pas réussi, c'est parce que tu me donnes pas assez d'argent pour en savoir plus. Tandis que du côté de prévention ou traitement, tu peux pas dire si j'ai pas réussi, c'est parce que j'ai pas assez d'argent. Faut que tu montres que tu as réussi pour être refinancé. Et donc, ils sont beaucoup plus obligés de justifier chaque petit dollar que l'organisme communautaire reçoit et qui sont des peanuts comparés à l'argent qui est dépensé en répression. Le sénateur Pierre-Claude Nolin a signé la préface de vos 2 livres. Dans une de ces 2 préfaces, il considère la prohibition comme un des pires fléaux de l'humanité. Est-ce que c'est forcer le trait ou on peut vraiment parler en ces termes? Je dirais pas un des pires fléaux dans le sens que ce serait attribué à la drogue trop d'importance. Je dirais que l'ignorance et l'intolérance sont les pires fléaux, ce qui permet de les manipuler dans toutes sortes sur les drogues. Mais regardez combien de monde on tue au nom de la religion, qui est supposé d'apprendre à s'aimer les uns les autres. Donc, c'est pour ça que je dirais, c'est pas les drogues en soi comme l'ignorance qui permet de manipuler les gens et jouer sur la intolérance. Et si on regarde l'histoire des lois de la prohibition des drogues aux États-Unis et au Canada, on a vraiment joué sur le racisme populaire pour justifier ces prohibitions. Donc, c'est beaucoup plus que les politiques pour servir des intérêts économiques ou de maintien au pouvoir peuvent aisément manipuler comme ça des cordes d'ignorance ou des cordes de racisme ou d'intolérance. Et la tragédie, c'est qu'il y a du monde qui meurt pour ça. Il y a du monde qui croit qu'il faut tuer l'autre au nom de sa religion, au nom des drogues ou au nom de... Et c'est pour ça que je pense pas que c'est propre aux drogues. Les drogues sont un des outils. Vous faites des parallèles entre la prohibition et la qualité des démocraties. Comment est-ce que la prohibition devient une force qui nuit à la démocratie? C'est-à-dire que ce que je mets en parallèle, c'est-à-dire que lorsque on a des modes de fonctionnement qui donnent plus d'autonomie à l'individu, on est beaucoup plus apte à penser des solutions qui vont dans ce sens-là. Je vais vous donner des exemples concrets. Aux Pays-Bas,
ou en Suisse, mais prenons les Pays-Bas, on va clarifier ça. Tout le monde dit qu'ils ont légalisé les drogues, ce qui est parfaitement faux, même pas le cannabis ou le hashish. On pourra en reparler, mais sauf qu'ils ont déjà dans leur mode de justice des modes d'application de la loi. Ils ont beaucoup de lois où ils se disent, écoute, nous, on considère que ceci serait mieux, si tu veux l'appliquer, tu as le droit. Prenons en Suisse les centres où on prescrit de l'héroïne aux héroïnomanes. Il y a eu un référendum. Le gouvernement a dit, je vais annoncer un projet pilote. On va donner de l'héroïne aux héroïnomanes et de bonne qualité. Et on va en même temps donner d'autres soins. Puis ensuite, on va faire une étude évaluative. Puis ensuite, on va la voter. On va la présenter dans les journaux. Puis on va vous demander, considérant les résultats, on voudrait l'implanter partout dans le canton de Genève, puis dans le canton de Zurich. Alors, parce que c'est pas dans tous les cantons, c'est ces deux cantons-là. Parce que c'est là que sont surtout les usagers d'héroïne. Et donc, il y a eu un référendum. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un référendum? Ça veut dire qu'avant, le gouvernement a dû justifier sa position. Qu'est-ce que ça apportait? Ça diminuait la criminalité, c'était meilleur pour leur santé. Par rapport à la cochonnerie qu'il y avait sur la rue, ils commençaient à vivre davantage de jours, donc ils se trouvaient des emplois. Leur expliquer à la population que l'héroïne, ça a de bonne qualité. Une demi-heure après, tu es fonctionnel. Là, je veux dire, tu peux faire ce que tes affaires, tu as juste tué le manque. Et que ce monde-là peut enseigner à l'école. Bon, et donc, toutes des choses que la population ne savait pas. Et finalement, quand il y a eu le référendum, je ne sais pas les chiffres exacts, 82-85%, on dit oui, c'est correct, mais dans tout le canton. Mais ça fait que ces centres de distribution d'héroïne ne sont pas fragiles comme ici, à Vancouver, Inside. Ici, Inside, les trois quarts du monde ne savent pas que ça existe. Quand ils savent que ça existe, ils trouvent ça bien effrayant et on peut leur raconter n'importe quoi sur Inside parce qu'ils savent rien. Tandis que plus tu as des mécanismes consultatifs pour dire on fait ça, on fait pas ça. Ben avant, chacun présente ses arguments. Plus on élit un gouvernement, puis pendant 4 ans, il fait ce qu'il veut, puis là, il fait pas les trois quarts de ce qu'il a raconté, puis là, tu sais qu'un an et demi avant les élections, tu recommences à financer tes groupes populaires, tes personnes âgées, tes jeunes, bon, pour refaire ton électorat, puis c'est reparti. Parce que dans le cursus entre les deux, il n'y a pas beaucoup de mécanismes qui nous permettent de dire j'aimerais mieux que tu fasses ça plutôt que ça. Quand il y a plus de mécanismes dans la structure de négociation entre le gouvernement et ce qui va décider, puis c'est politique, surtout social, ben ce qui se passe, c'est que tu as des lieux pour discuter du sujet de drogue. Tu as des lieux pour défendre des positions. Puis les gens s'informent. Puis quand on met une structure en place, les Suisses, vous les rencontreriez, puis vous diriez, vous avez un centre de prescription d'héroïne, ils t'expliqueraient pourquoi ils l'ont. Puis il t'expliquera à quoi ils servent, ça a été quoi les résultats, parce qu'il a voté là-dessus. Puis ils ont tout présenté ça dans les journaux. Aux Pays-Bas, quand ils ont fait la même commission que nous, on a fait en 72, qu'ils ont fait aux États-Unis, qu'ils ont fait un peu partout. On arrêtait du noir, du mexicain, du chinois. Mais là, dans les années 60, on a commencé à arrêter du blanc de classe moyenne. Alors, tout d'un coup, qu'on dit les gens, il faut faire des commissions d'enquête. C'est-tu bon, ces lois-là? Pourquoi? Parce qu'on a commencé à arrêter du blanc, et non seulement du blanc pauvre, du blanc de classe moyenne, des hippies, bon. Alors donc, tout d'un coup, tout le monde a senti le besoin d'une commission d'enquête pour réfléchir aux lois sur les drogues. Et quand on a créé ces commissions d'enquête-là, ils sont tous arrivés aux mêmes conclusions. La question des drogues est une question de santé publique. Sur le cannabis, ça devrait même pas... on pourrait agir dès demain matin, on en connaît suffisamment pour réguler... On est au début des années 70. Et... qu'est-ce qu'on fait? À peu près tous les gouvernements ont pris ça pour mettre ça sur une tablette parce qu'il y avait des intérêts dans le marché. Les Pays-Bas, ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient une commission qui n'a pas dit quelque chose de plus que les nôtres. Ils ont juste appliqué les résultats de la commission. Et donc, ce qu'ils ont dit, c'est quoi les espaces des conventions? Les conventions nous donnent 4 espaces. Ils nous donnent le droit d'utiliser les drogues illicites à des fins thérapeutiques. Ils nous donnent le droit, quand quelqu'un est déclaré toxicomane, de le soigner plutôt que de le punir. Il nous donne le droit de déclarer infraction mineure et de ne pas utiliser le pénal avec simple possession. Et il nous donne le droit d'appliquer la loi comme on veut. En d'autres termes, ils disent qu'il faut que ce soit interdit, mais la sévérité des peines, c'est le pays qui la décide. On dit, bon,
On peut être à l'intérieur des conventions, changer complètement le système de peine, puis criminaliser la simple possession, créer des zones de tolérance, bon, etc. Ils ont utilisé l'espace des conventions que tout pays peut utiliser tout en étant signataire des conventions. Ils viennent de nous dire que c'est une question de santé publique, il faut en faire une question de santé publique. Ils ont pris toute la question des drogues et ils l'ont transférée en santé publique. C'était plus une question pénale. Il faut qu'ils soient traités comme des citoyens ordinaires, qui ont droit à des soins quand il a développé un problème, qui a le droit à toute la panoplie autour de lui. Et donc, on va... alors, ils ont créé les Junkie Bonds, qui sont des associations de junkies, en disant aux junkies, vous allez nous avertir quand il y a des mauvais produits qui circulent, la police, puis les vendeurs qui les vendent, la police va aller les chasser, tout ça. Et donc, ils ont créé toute une politique de santé publique et ils l'ont défendue dans les instances internationales. Mais ils n'ont pas légalisé les drogues. Le problème avec l'argument du sous-financement des universités, c'est qu'il donne l'impression qu'on est face à un problème comptable qui appellerait une solution technique. C'est-à-dire, il manque d'argent, on n'a pas le choix, il faut régler ça, il faut trouver l'argent quelque part. Et donc, c'est présenté comme un ajustement banalement administratif. Alors que c'est un choix politique. Et c'est un choix politique qui n'est absolument pas inéluctable ni fatal. On aurait le choix de procéder tout autrement. Mais quand on regarde là, comment la conférence des recteurs calcule le sous-financement, ce qu'elle fait, c'est pas de nous dire on a besoin de tant d'argent pour acheter des bouquins, payer des professeurs. C'est pas ça qu'elle fait. Elle regarde chez les voisins et elle constate que l'herbe est plus verte. C'est-à-dire, mon voisin s'est acheté une piscine creusée, moi aussi je vais m'en acheter une. C'est ce que les recteurs... Ils calculent ça en disant... L'Ontario a procédé à des hausses de frais de scolarité. Ils ont plus d'argent. Donc, si on les copiait, nous aussi, on aurait plus d'argent. C'est purement tautologique comme argument. C'est du mimétisme. C'est de l'imitation. Donc, on est en train de, finalement, d'essayer de copier un standard sans s'interroger sur les raisons profondes de copier ce standard-là et sans s'interroger non plus sur l'impact socio-économique désastreux que ça pourrait avoir pour des personnes qui vont être impactées par cette mesure-là. Parce que dans le concret du budget d'une personne, 1 625 $ par année, pour une personne qui travaille probablement à salaire minimum ou tout proche, ça peut représenter 4 semaines de travail additionnel pour payer ne serait-ce que les frais de scolarité. Et là, on ne parle pas des frais de subsistance et tout ça. Cet épisode est une présentation du magazine Affaires universitaires publié par l'Association des universités et collèges du Canada. www.affairesuniversitaires.ca